10h, 11h30 sur Europe 1. Bon, les chèches de joie. Thomas Hill. Je me lèche les doigts, il y a du caramel partout là. Ah bah oui, je suis désolée. Ils sont pas collés. C'est magnifique. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux. Et d'abord les audiences et les scores des primes qui étaient assez faibles hier soir, Mathilde. Oui, il y a France 2 qui était la seule chaîne à atteindre les 3 millions avec le lancement de sa nouvelle série Désenchanté, portée par Constance Labbé et Marie Desnarnaud, vue dans HPI. Ouais. Sinon TF1 est deuxième, mais loin derrière, avec la série SWAT qui a réuni 2 millions de téléspectateurs. Déraciné des ailes sur France 3 ferme le podium avec 1 620 000 téléspectateurs. Et puis un mot aussi sur les audiences de la meilleure boulangerie de France. On vous les a envoyés ou pas encore ? Qui a fait son retour. La meilleure boulangerie de France qui a fait son retour sur M6 lundi. Les 3 premiers numéros ont réuni en moyenne plus d'1 420 000 téléspectateurs. Wow, c'est bien. Bon, c'est pas mal. Vous êtes content ? La chaîne est contente ? Ouais, c'est belle. Ouais, nous, on est très contents. Enfin, on savait sans aucune prétention qu'on était aussi attendus, parce que l'émission aujourd'hui a 13 ans. On croise beaucoup de gens dans les rues. Forcément, les gens nous disent alors quand est-ce que ça revient ? On a hâte de vous retrouver. Puis c'est vrai que le Français a un affect assez particulier par rapport à son commerçant qui est l'artisan boulanger. La boulangerie, c'est ça. C'est extraordinaire. On est le seul commerce à être aussi présent en alimentaire sur le territoire français. Je suis d'accord. Europe 1, le journal des médias. Et on commence ce journal des médias avec Emmanuel Macron qui alerte sur les risques que font peser les réseaux sociaux sur la démocratie française. Hier, le président de la République était à Toulouse pour participer à un débat citoyen devant les 300 personnes présentes à cet événement. Emmanuel Macron a comparé les réseaux sociaux au Far West. C'est comme une agora où on serait tous avec des cagoules et où celui qui crie le plus fort a plutôt raison, a-t-il lancé. Il n'exclut d'ailleurs pas de sortir de certains réseaux sociaux, dont X, même si la priorité est d'abord de mener la bataille en interne avec les géants du numérique. Le président a pour objectif d'aller vers des décisions concrètes dès le début de l'année 2026. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle de ces décisions concrètes et qu'on attend qu'elles arrivent. Et alors les salariés de France Inter, eux, tirent la sonnette d'alarme auprès de leur direction. Selon eux, je cite, France Inter perd son âme tandis que la direction semble avancer en pilotage automatique. Dans une lettre adressée à Adèle Van Rett et Sybille Veil, respectivement en commande de France Inter et de Radio France, les journalistes, les réalisateurs, les techniciens, en bref, tous les corps de métier s'inquiètent au sujet de leur antenne et de la gestion sociale en interne. Les sociétés du personnel évoquent dans ce courrier l'affaire Thomas Legrand et sa mise à l'écart. Elles dénoncent aussi des décisions prises sans concertation ni écoute et un dialogue social qui se trouve au point mort. La directrice de France Inter s'est dit blessée et assure qu'elle recevra les signataires de cette lettre prochainement pour en discuter avec eux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'audiovisuel public est dans la tourmente depuis cette rentrée. Et on en revient maintenant au programme et aux Miss France. Et alors, plusieurs expressions seront bannies de l'élection de Miss France cette année. Exit les tourneurs de phrases. Et oui, exit les tourneurs de phrases du style la température va monter d'un cran juste avant le défilé en maillot de bain. Ça, Jean-Pierre a plus le droit de dire ça. Plus le droit. De même qu'on ne parle plus de Miss pleine de charme. À la place, mieux vaut appuyer sur leur élégance et leur assurance. C'est ce qu'a expliqué Frédéric Gilbert, le directeur du concours et producteur de l'émission de TF1. On n'a pas le droit de dire qu'elles sont pleines de charme. Non, mais on n'a pas le droit de dire ça. Ce sont des femmes diplômées. On en appuie sur leur assurance, leur confiance en elles plutôt que leur charme. On peut avoir un bac plus 8 et être pleine de charme. Mais on peut continuer à le dire à son épouse par contre. Non, mais franchement. Mais continuez à le dire à votre épouse et à tout le monde. Non, mais c'est surtout que c'est quand même un concours de beauté, Miss France. Bah oui. Alors certes, il y a ces tests et tout ça qui sont réalisés. Ce sont des femmes aussi intelligentes qui doivent porter la France toute l'année. Enfin, c'est quand même un concours de beauté. Quel est le problème à dire qu'elles ont pleines de charme ? Ça fait partie des mesures de modernisation que veut insuffler Frédéric Gilbert, qui est le directeur du concours et producteur de l'émission de TF1. C'est ce qu'il a confié aux Parisiens aujourd'hui en France. Dans un peu plus de 3 semaines, l'une des 30 Miss régionales se fera élire Miss France sur TF1. Chiara Serpadji, si je vous dis que vous êtes pleine de charme, est-ce que ça vous vexe ? Moi je vous trouve absolument charmant du coup de base. Présentez Chiara au Miss France. Bon, à propos des candidates au poste de Miss France, certaines ont été rappelées à l'ordre. On ne peut pas élire une Miss France, aussi belle soit-elle, si elle ne respecte pas les gens et se comporte mal. C'est ce qu'affirme le directeur du concours. Selon Frédéric Gilbert, encore et toujours lui, certaines candidates n'ont pas respecté plusieurs règles de savoir-vivre ces derniers jours, comme le fait de ne pas laisser traîner un gobelet, vous savez, quand on a fini sa boisson. Le fait aussi de ne pas décrocher son téléphone pendant une activité ou pendant qu'elles se font maquiller, coiffer. C'est quelques règles aussi de politesse. On n'est pas leurs potes, il faut dire bonjour, merci, au revoir, ça reste la base, conclut-il. Ça, c'est vrai que c'est la base. Le gobelet...
disqualifié pour un gobelet qui traîne. Ah bah attention Anissa, attention. Ah non, mais moi ça fait longtemps que je suis plus en course. Et alors, est-ce que vous savez différencier une musique générée par l'intelligence artificielle d'une musique créée par un vrai artiste? Wow, ça c'est une vraie question. Compliqué. Et oui, pour la toute première fois, l'Institut Ipsos a réalisé une étude sur ce sujet. Sur 9000 personnes interrogées, 97% d'entre elles n'ont pas su faire la différence entre une musique entièrement conçue par l'intelligence artificielle et une musique produite par un être humain. Raise your hand, don't look away. Sing out loud. C'est quoi ça? C'est un countryman? Ouais, moi je dirais, c'est du vrai, c'est un artiste. Ouais, ça fait très artiste. C'est un artiste. Non, pas du tout. On vient d'entendre le groupe The Velvet Sundown, créé par l'intelligence artificielle et qui a cumulé des millions d'écoutes sur Spotify cet été en à peine quelques semaines. Autre chiffre que met l'étude en lumière, 64% des personnes sondées pensent que l'intelligence artificielle risque d'entraîner une perte de créativité dans la production musicale. Donc même si l'IA, elle est de plus en plus utilisée, les gens sont quand même plus réticents quant à ses avancées dans le domaine de la musique. Voyez-vous, au moins avec la boulangerie, vous êtes tranquille. A priori, ça, vous serez jamais remplacé. On voit des pâtissiers qui travaillent avec des robots maintenant, alors on se dit que potentiellement bientôt on n'a plus besoin de nos mains. Non, et puis on a croisé un boulanger sur une saison passée qui avait fait appel à l'IA pour créer une viennoiserie. Il avait dit voilà, je veux intégrer dans cette viennoiserie tel et tel produit, faites-moi des propositions. Ah mais l'IA avait fait la recette. Voilà. Et du coup, il avait créé le fameux cracaron, le macaron croissant. Et ça n'a pas marché du tout. Non, si, en plus, une très belle personne en plus, c'était une belle entreprise. Allez, on termine avec cette information. Toute cette semaine, Europe 1 vous propose une série de podcasts intitulée 13 novembre, 10 ans après, avec divers témoignages. L'épisode d'aujourd'hui retrace le film de la soirée tragique qui s'est déroulée il y a 10 ans jour pour jour et qui a touché tous les Français. Elle avait commencé dans une ambiance festive au Stade de France avec un match des Bleus. Europe 1 avait basculé en édition spéciale avant même la fin de la rencontre France-Allemagne. C'est bel et bien un attentat à l'une des portes du Stade de France. Le stade est pour le moment totalement bouclé. Visiblement, il y a un enchaînement d'événements dramatiques en ce moment même dans la capitale. Il y a 3 fusillades qui sont en cours à Paris. Les chaînes info font état de plusieurs morts. Je suis en face du Petit Cambodge, c'est l'un des cafés où a éclaté une fusillade. Tout le quartier est bouclé. Je me trouvais même à l'intérieur de la salle de concert quand plusieurs individus armés sont rentrés en plein concert. Ils craignent que les assaillants soient toujours à l'intérieur de la salle de concert. Extrait du podcast 13 novembre, 10 ans après, à retrouver dans la collection Au cœur de l'actu sur le site et l'application Europe 1. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias.